Bonjour, bienvenue à Curavita. C'est notre première session de formation continue qui va intéresser aujourd'hui les neurotransmetteurs et la neurotransmission. On va voir ainsi la synthèse, le rôle, la physiopathologie de ces différents neurotransmetteurs, le mode de fonctionnement des neurotransmissions, comment se passe la synthèse de ces neurotransmetteurs au niveau des vésicules présynaptiques, comment se passe le passage dans la fente synaptique, et nous allons ensuite attaquer en étudiant les différents neurotransmetteurs que sont la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, le GABA, l'acide glutamique, etc. Nous allons essayer d'étudier ça en profondeur pour pouvoir bien vous expliquer l'interaction entre ces différents neurotransmetteurs et le fonctionnement cérébral. Tout d'abord, l'anatomie. Alors, il faut comprendre que le neurone, il comprend un stroma, c'est le corps cellulaire, qui est connecté avec toute une arborescence de ramifications qu'on appelle des dendrites, et tous les autres neurones sont connectés à ces dendrites. De l'autre côté, on a l'axone, et l'axone, il est entouré d'une gaine qu'on appelle une gaine de myéline, et cette gaine de myéline, pour accélérer l'influx nerveux, est coupée, comme vous le voyez sur le schéma, par ce qu'on appelle des nœuds de Ranvier. C'est simplement que l'influx nerveux va sauter les passages de myéline et donc va communiquer beaucoup plus rapidement que dans les axones où il y a une gaine de myéline continue sans nœud de Ranvier. Donc déjà là, vous voyez que rien qu'au niveau anatomique, il va y avoir des axones qui vont aller très vite au niveau de l'influx nerveux et d'autres qui vont aller relativement lentement. Et au bout de l'axone, on a la terminaison de l'axone qui va se terminer sur des synapses, c'est-à-dire sur des communications avec d'autres neurones ou des dendrites ou des muscles. C'est la partie la plus longue du neurone et cette longueur varie en fonction du type de neurone et de l'endroit où il est dans votre cerveau. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques qui assurent la transmission de l'information d'une cellule à une autre en franchissant l'espace situé entre ces cellules qu'on appelle la synapse. C'est l'espace synaptique, c'est là-dedans qu'on va intervenir aussi bien avec des médicaments que des compléments et qui vont permettre la destruction. C'est à cet endroit-là que se détruit le neurotransmetteur, soit il est éliminé, soit il est recapturé par le neurone présynaptique. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un influx nerveux qui correspond à un potentiel électrique qui circule le long de l'axone, qui part à partir du stroma, qui va arriver jusqu'à la synapse, jusqu'à la partie présynaptique, et qui, quand il arrive à cet endroit-là, va libérer les neurotransmetteurs qui se situent dans des vésicules, dans l'espace présynaptique, comme vous le voyez sur le schéma. Et donc, au moment où l'influx va arriver, la vésicule va se coller à la paroi et va éliminer par exocytose le neurotransmetteur dans la synapse. Et ensuite, celui-ci va aller se fixer sur des récepteurs postsynaptiques juste en face, dans la partie cellulaire, qui peut être l'axone, mais qui peut aussi être une fibre musculaire. L'action de ces neurotransmetteurs peut être soit excitatrice, soit inhibitrice. Et en tout cas, dans tous les cas de figure, elle va déclencher soit un signal électrique, on va voir comment, qui va à ce moment-là prolonger l'influx nerveux sur le deuxième neurone ou sur la partie musculaire. Et ensuite, il y a une propagation dans le neurone postsynaptique de cet influx nerveux qui va alors donner son action. C'est comme ça que, en stimulant un neurone, on va provoquer une contraction musculaire. Quels sont les rôles de ces neurotransmetteurs? Attendez, je vais juste encore amener, voilà. Quels sont les rôles de ces neurotransmetteurs? Ils sont soit excitateurs, soit inhibiteurs, soit ils sont modulateurs. Ils ont une action qui est mixte, qui se fait soit par des canaux ioniques, c'est une dépolarisation des récepteurs et des canaux ioniques sodium-potassium, soit par des cascades de réactions biochimiques intracellulaires qui vont déclencher dans la cellule la formation ou la synthèse de substances, de protéines qui vont être alors à ce moment-là agir au niveau du neurone postsynaptique. Les principaux neurotransmetteurs dont on va parler aujourd'hui, je les ai sélectionnés volontairement, il n'y en a que 3, 6, 7,
parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais qui ont une importance relativement minime, entre guillemets, dans nos pratiques quotidiennes et qui relèvent plutôt de la recherche et des scientifiques haut de gamme. Là-dedans, je vais parler de la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, la mélatonine que tout le monde connaît, un petit peu moins l'acétylcholine, le GABA et le glutamate. Ensuite, voilà. Là, je vous ai mis, c'est relativement simple, l'action globale des différents neurotransmetteurs. On a la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone qui, comme on va le voir, augmente le matin, qui vous donne l'énergie, la motivation, qui va réguler la journée, l'humeur de la journée. C'est aussi l'hormone dont on va parler tout à l'heure, dont on va parler plus précisément d'elle, qui va être à la recherche du plaisir, des émotions. C'est aussi l'hormone de la compulsion, c'est aussi l'hormone de l'addiction, l'hormone du manque. Bref, on va voir, elle fait partie intégrante du circuit de la récompense et c'est la dopamine qui, elle, va gérer ce circuit de la récompense dont on va parler tout à l'heure. Elle assure les sensations de plaisir. À côté de ça, on a la noradrénaline. Alors, vous allez voir que quand on parle de tous ces neurotransmetteurs, ils ont des points communs, ils ont des actions communes et disons qu'ils interviennent quasiment tous simultanément en s'inhibant, en se potentialisant, en se modulant. La noradrénaline, qui apparaît après la dopamine, c'est-à-dire que la dopamine démarre le matin, se transforme biochimiquement dans la matinée en noradrénaline. Elle est responsable de l'attention, de l'éveil, également du sommeil, des rêves, de la sensibilité aux signaux émotionnels, l'apprentissage et bien évidemment, la noradrénaline augmente le rythme cardiaque et est vasoconstrictrice. La sérotonine, qui est l'hormone qui apparaît dans l'après-midi, va réguler l'humeur. C'est elle qui est responsable avec la mélatonine de l'alternance veille-sommeil, de l'appétit, des perceptions de la douleur, de la température, de la libido, de la vigilance. La mélatonine, vous la connaissez, elle est synthétisée à partir de la sérotonine la nuit et en l'absence de lumière. C'est elle qui régule les rythmes chronobiologiques, qui régule les sécrétions hormonales. Elle est antioxydante, c'est un rôle dont on parle très peu, mais qui est très important. Elle va également augmenter ou potentialiser, stimuler le système immunitaire. On en parle aussi relativement rarement, on va en parler tout à l'heure. Et pour finir, elle protège le chromosome nucléaire et mitochondrial. Avant-dernier ou avant-avant-dernier, l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur excitateur. Lui, il provoque la contraction musculaire, stimule l'expulsion de certaines hormones. Il est responsable de l'éveil, en même temps que la dopamine, de l'attention, en même temps que la noradrénaline, de la colère, de l'agression, de la sexualité et de la soif. Et puis, vous avez deux neurotransmetteurs que sont le GABA et le glutamate, qui sont pour l'un inhibiteurs, pour l'autre excitateur, qui sont des modulateurs du reste des neurotransmetteurs et modulateurs de l'humeur. Le GABA va favoriser plutôt la relaxation, la mémorisation, va réduire l'anxiété et la peur, alors que la noradrénaline va plutôt être responsable de l'apparition de la peur. La noradrénaline, c'est un réflexe, entre guillemets, face au stress. On a peur quand on est stressé, et la noradrénaline va grimper à ce moment-là. Et le GABA, lui, va moduler cette peur et réduire l'anxiété liée à la peur. Le glutamate, qui est un excitateur, qui pénètre dans le cerveau, qui n'existe que dans le cerveau, il contrôle des commandes majeures, on va le voir, il est associé à l'apprentissage et à la mémoire, il aide à apprendre. L'origine de tous ces neurotransmetteurs, il faut savoir que ce sont tous des protéines, donc ils sont tous synthétisés à partir d'acides aminés, et on va voir après lesquels, mais globalement, il s'agit essentiellement pour la dopamine et la noradrénaline de la tyrosine, et pour la sérotonine et la mélatonine, il s'agit du tryptophane. Tous ces neurotransmetteurs passent la barrière hématoménagée et vont à ce moment-là agir à ce niveau-là. Un déficit de ces acides aminés va générer une carence en neurotransmetteurs. C'est ce qui arrive dans les malnutritions, dans les régimes véganes, dans les régimes végétariens, où certains acides aminés, notamment la tyrosine que l'on trouve dans la viande, essentiellement, est moins absorbé. Du coup, déficit de tyrosine égale diminution de la dopamine et de la noradrénaline, et diminution de cette synthèse. En général, il y a également une association
avec une inflammation intestinale qui perturbe également ce qu'on appelle les cofacteurs et dont on va parler. Résultat, baisse du taux des neurotransmetteurs et on va retrouver tous les symptômes qu'on va voir de baisse des neurotransmetteurs. Les apports, par contre, en acides aminés vont améliorer le tout, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, si on apporte de la tyrosine et du tryptophane, ou les deux en même temps, ou l'un après l'autre, mais là, on va en parler, il faut qu'il y ait des chrono-apports, il faut tenir compte de l'heure à laquelle on apporte ces acides aminés pour faire la synthèse de ces hormones, eh bien, on va augmenter le taux des neurotransmetteurs intracérébraux. Donc, il y a non seulement une augmentation de ces taux intracérébraux, mais également le fait d'en apporter va provoquer ce qu'on appelle une induction enzymatique. Les enzymes synthétisant ces neurotransmetteurs vont augmenter en nombre et en efficacité et en travail. Donc, le fait d'avaler de la tyrosine ou du tryptophane va augmenter la synthèse des neurotransmetteurs par le biais d'une augmentation des enzymes qui permettent cette synthèse. J'espère que je suis clair. La nécessité de franchir la barrière hémato-encéphalique, c'est obligatoire pour être actif, et on va voir que ce n'est pas toujours le cas, et que ces acides aminés pénètrent en fonction de certains critères. Il y a 3 facteurs déterminants pour la synthèse. D'abord, les précurseurs. Évidemment, il faut manger la tyrosine du tryptophane. Or, le tryptophane et la tyrosine, vous les trouvez, bien évidemment, dans les protéines, et notamment les protéines animales. Donc, quelqu'un qui va manger uniquement végétarien ou vegan, il va falloir qu'il ait un très bon équilibre d'apports protéinés pour pouvoir avoir à la fois la tyrosine et le tryptophane et ne pas avoir de carence dans l'un ou dans l'autre. Le deuxième facteur, ce sont les enzymes de synthèse de ces neurotransmetteurs. Et là, la génétique est importante parce qu'il y a des anomalies génétiques qui vont faire en sorte qu'ils soit ils manquent, soit ils sont déficitaires, soit ils sont ralentis en termes de fonctionnement, et notamment, par exemple, la dopamine, qui, si pendant la grossesse, il y a un manque de fer, va réduire son activité, et donc on va avoir une diminution chez l'enfant des voies dopaminergiques qui va être génétique et qui va se traduire par toute sa vie, en particulier le TDAH. Ensuite, il y a le vieillissement enzymatique. Avec l'âge, malheureusement, la synthèse des enzymes se fait moins bien. Il y a l'oxydation, il y a la caramélisation ou la glycation, comme on dit. Et puis, c'est inductible. Donc, quelqu'un qui va manger beaucoup de viande va avoir beaucoup d'adrénaline, beaucoup de dopamine. Celui qui va manger beaucoup de féculents va plutôt augmenter sa sérotonine. Il y a un rétrocontrôle, et notamment pour la dopamine. Si on mange beaucoup de tyrosine, eh bien, la dopamine, à un moment donné, va avoir un rétrocontrôle, c'est saturable, et elle n'augmentera pas plus. Donc, ce n'est pas nécessaire non plus de se dire, j'ai une diminution de ma dopamine, je vais manger de la viande à midi, de la viande le soir, de la viande le matin. Ça ne sert à rien. Trop, c'est trop. Par contre, troisième facteur, pour synthétiser ces neurotransmetteurs, il est nécessaire et indispensable de pouvoir disposer de la vitamine B9, des folates, de la vitamine B6, de la vitamine B2, du fer, du magnésium, du lithium et du rubidium. Ce sont des éléments hyper importants. Et là, une application directe, ce sont surtout les vitamines B. Et chez quelqu'un qui est alcoolique, il y a une diminution massive des vitamines B et donc diminution de la synthèse des neurotransmetteurs, d'où perturbation de l'humeur. Et puis, il y a un autre facteur qui va agir sur la synthèse et le bon état des neurotransmetteurs, c'est à la fois la méthylation, le stockage et la libération. Alors, qu'est-ce que c'est la méthylation? La méthylation, c'est un mécanisme biochimique qui va permettre l'élimination d'un déchet. Je vous ai fait là un petit schéma qui est très sympathique. Je vous conseille de bien l'apprendre par cœur. C'est un schéma qui vous montre qu'au milieu, vous avez un déchet qui s'appelle l'homocystéine. Et l'homocystéine est un facteur de risque d'infarctus du myocarde. Et pour éviter ça, eh bien, il faut qu'il y ait de la vitamine B12, il faut qu'il y ait de la vitamine B9, il faut qu'il y ait de la vitamine B6 pour pouvoir permettre son élimination. Et pour ça, pour fabriquer
d'abord et éliminer l'homocystéine, il nous faut ce qu'on appelle des donneurs de méthyle. Et le donneur de méthyle principal, c'est ce qu'on appelle le SAM-adénosylméthionine. C'est le seul élément qui nous permet dans l'alimentation d'apporter ces fonctions méthyl. On le retrouve ici, on le retrouve un petit peu partout, de telle façon que ici, pour la fabrication de la dopamine, de la noradrénaline, partout, on a besoin de méthyl. La méthylation est également un des facteurs protecteurs des chromosomes, de l'ADN, de l'ARN, et sans méthylation, ils sont ils sont moins collés dans la chromatine cellulaire, et résultat, le chromosome est soumis à l'oxydation, il n'est plus protégé. Donc la méthylation joue un rôle très important ici pour la synthèse des neurotransmetteurs, mais également par ailleurs dans les protections du chromosome. La phosphorylation, c'est une réaction biochimique qui permet d'adjoindre un groupement phosphate sur une molécule, et ce groupement phosphate vient en général de l'ATP. L'ATP, c'est la molécule d'énergie qui va se transformer en ADP pour céder son phosphate sur la protéine. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous avez la réaction du neurotransmetteur qui passe la synapse, qui arrive sur le récepteur postsynaptique, le message va être transféré par ce qu'on appelle des seconds messagers, qui sont des protéines qui vont se retrouver phosphorylées pour ensuite atteindre le noyau de la cellule ou aller stimuler des canaux ioniques pour retransmettre l'influx nerveux qui a été précédemment émis par le neurone présynaptique. Est-ce que vous comprenez tout? Tout le monde dort? Non, ce serait peut-être beaucoup dire de tout comprendre, mais en tout cas, je vous suis. Parfait. Moi, Cela je suis nécessite... Je Comment? ne connaissais pas la phosphorylation. Ben voilà. Alors, il y a phosphorylation, et puis je peux rentrer dans le détail parce qu'il y a phosphatisation, mais ici, ça ne rentre pas en ligne de compte. Et donc, les enzymes, ce qui est important, c'est de retenir que les enzymes qui catalysent, c'est-à-dire qui permettent l'action de cette phosphorylation, on les appelle des kinases, et elles ont besoin de magnésium, de lysine et d'arginine, qui sont deux acides aminés neutres. Retenez quelque part dans votre cerveau les deux acides aminés. On va en reparler, vous allez voir pourquoi. Mais retenez également que là, vous voyez déjà que sans magnésium, il y a une diminution du transfert de l'influx nerveux dans le neurone postsynaptique. Donc le magnésium, là, premier intérêt, non seulement il est nécessaire pour la synthèse de neurotransmetteurs, mais il est aussi absolument indispensable pour la propagation de l'influx nerveux dans l'axone postsynaptique. Docteur, Comment? dans les protéines, il y a peut-être des meilleures que d'autres? Est-il un choix à faire? Non, mais là, je parle de protéines spécifiques. En fait, ce sont des protéines qui portent tous des noms, et notamment les protéines G, qui sont on va en parler, des protéines G, qui sont des protéines qui véhiculent l'information. Elles ont chacune des définitions très précises dans le corps cellulaire ou dans la tête de l'axone postsynaptique. Et ce sont des protéines je vais épargner les noms parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, mais ce sont des protéines, c'est pas n'importe lesquelles. C'est simplement là, je dis simplement que les protéines qui reçoivent le message de l'influx nerveux sont spécifiques, et au moment du passage de l'influx nerveux, elles sont phosphorylées pour permettre ensuite, par leur phosphorylation, de transférer l'information dans les différentes cibles. Alors, attendez. De mon téléphone, parce que là, j'ai oublié. Voilà. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est important, donc retenez le magnésium, transfert de l'influx nerveux, et la phosphorylation. Donc ça veut aussi dire qu'il faut avoir du phosphate. Ensuite, la synthèse. Après la synthèse, il y a, si vous voulez, dans l'espace présynaptique, eh bien, elles sont stockées, les neurotransmetteurs sont stockés dans des vésicules. Et pour le stockage, il faut de nouveau du magnésium, il faut de nouveau de l'ATP, et il faut du coenzyme Q10. D'où l'intérêt, et on va le voir, de la présence de coenzyme Q10 également dans le transfert de l'information de l'influx nerveux. C'est hyper important chez les personnes âgées, parce que le coenzyme Q10, on le retrouve bien sûr dans la viande, mais on le retrouve dans la sardine, et ce ne sont pas toujours des aliments que l'on consomme de façon régulière quand on prend de l'âge.
Donc, le coenzyme Q10 fait partie des compléments nutritionnels avec le magnésium qui sont relativement importants à consommer, soit en alimentaire, soit en complémentation, mais il intervient également ici. Je rappelle que le coenzyme Q10 est fabriqué dans votre cellule, dans votre corps, à partir du cholestérol. Donc, toutes les personnes qui sont sous statine ont une réduction obligatoire du coenzyme Q10, puisque c'est un élément qui apparaît tout de suite après l'acétyl-CoA, donc tout de suite après, avant la transformation en cholestérol. Donc, plus de cholestérol égale plus de coenzyme Q10. La libération se fait donc, comme je vous l'ai dit, par exocytose. Et pour qu'il y ait une magnifique exocytose, qu'elle se passe dans de bonnes conditions, il faut une fluidité membranaire qui, elle, va dépendre des lipides qu'elle constitue, et notamment des oméga-3. Plus la fluidité est importante, plus on retrouve des oméga-3. Donc, une baisse des oméga-3 dans les globules rouges signifie une baisse des oméga-3 dans les membranes cellulaires, notamment à ce niveau-là des synapses, au niveau des neurones. Donc, on a intérêt à avoir un taux d'oméga-3, là aussi, suffisant pour pouvoir avoir une membrane cellulaire très fluide. C'est ce qu'on voit dans l'Alzheimer, où il y a une raréfaction des oméga-3, une inflammation, et du coup, les connexions se font très mal. Le magnésium est également indispensable, non seulement pour la pénétration, mais également pour la stabilité de la vésicule et pour la libération. Donc, encore un rôle du magnésium. La fente synaptique, c'est donc l'espace entre les deux bouts pré- et post-synaptiques. Et là-dedans, vous avez le transporteur. Ce sont des protéines qui vont transporter le neurotransmetteur vers le récepteur post-synaptique. Et on va regarder, ces transporteurs, qui sont des protéines, ont des phénotypes intermédiaires, ont des phénotypes particuliers, qui vont déclencher ou pas des effets secondaires. Le produit, le neurotransmetteur, une fois qu'il a été utilisé, qu'il a touché et qu'il a agi sur le récepteur postsynaptique, va être dégradé par des enzymes comme la catéchol-O-méthyltransférase pour la sérotonine, par des cytokines inflammatoires par exemple. Et à ce moment-là, il est recapturé de l'autre côté pour resservir. Alors, on va reparler rapidement des transporteurs, parce que c'est très important. En fait, les médicaments, comme les IRS, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, que je ne vais pas citer de nom, mais vous les connaissez tous, agissent sur ces transporteurs. Et ces transporteurs, à partir du moment donné où vous allez les empêcher de recapturer, le neurotransmetteur va être en plus grosse quantité dans l'espace synaptique et donc va continuer à agir. Ces transporteurs sont codés par un gène, je vous passe le nom, le SLC6A4, qui est situé sur le chromosome 17, c'est hyper important, mais vous allez l'oublier dans 3 secondes. Ce transporteur-là, il est soumis à un polymorphisme du gène qui peut modifier son efficacité. En effet, on a 2 types d'allèles pour ce chromosome, un allèle long et un court. Et quand on voit dans l'allèle long, on voit que si on a une augmentation de ces allèles longs, à ce moment-là, il y a une augmentation du nombre de transporteurs et la recapture de la sérotonine est donc beaucoup plus importante. Et à ce moment-là, la concentration de la sérotonine dans l'espace synaptique va se réduire avec tous les symptômes liés à cela. Et en règle générale, l'inverse fait que si on a une diminution ou une augmentation de ces transporteurs, eh bien si on a si on a des allèles longs, à ce moment-là, on peut avoir des modifications. On a une augmentation ou une diminution de la sérotonine dans l'espace synaptique. Et on sait que, par exemple, la mort subite du nourrisson, les comportements agressifs des Alzheimer, les syndromes de stress post-traumatique sont vraisemblablement liés à cette modification phénotypique du transporteur, certes. On sait également que les gens qui ont l'allèle court, ils vont produire moins de transporteurs et certaines modifications sur ces gènes-là seraient impliquées dans la survenue d'un syndrome autistique.
Donc c'est pour ça que les CERT le CERT est très étudié actuellement et depuis longtemps, parce que son impact et son expression phénotypique peut permettre d'élucider la physiopathologie de beaucoup de maladies dont on n'a jamais connaissance. La mort subite du nourrisson, on a attendu pendant des années pour essayer de comprendre pourquoi elle survenait. Bien, voilà une des explications. La réception, eh bien, la réception du message va se faire en fonction du nombre de récepteurs postsynaptiques et de leur état de fonctionnement. Et là, on a besoin de fer. Le fer est un cofacteur indispensable pour pouvoir faire fonctionner les récepteurs postsynaptiques. Ensuite, ce qu'on appelle des seconds messagers vont propager le signal et ils sont activés par des canaux ioniques qui activent les seconds messagers et qui également régulent le potentiel de membrane. Je vous rappelle que l'influx nerveux qui se propage le long de l'axone, ce n'est jamais qu'une dépolarisation progressive de la membrane par action sur les canaux sodium-potassium qui s'ouvrent au fur et à mesure et qui permettent la transmission de cette décharge électrique. Les pompes que vous voyez à droite équilibrent et régulent ce potentiel de membrane et ces pompes varient et sont également dépendantes du taux de magnésium. Les facteurs modulateurs, alors on l'a vu, c'est la fluidité membranaire, plus la membrane est riche en oméga 3, en acides gras polyinsaturés, plus la membrane est fluide, mais c'est aussi le potentiel de membrane, c'est-à-dire la différence entre le sodium et le potassium intra-extracellulaire, c'est l'équilibre entre ces deux substances qui va permettre d'avoir un influx nerveux qui va plus ou moins passer. Les gens qui sont en déficit de potassium, ce qui est relativement fréquent chez les petits mangeurs de légumes, eh bien, vont avoir un léger déséquilibre à cet endroit-là. La plasticité neuronale, il faut savoir que là, vous voyez de nouveau le schéma où vous avez les dendrites. Ces dendrites varient toute la vie. C'est-à-dire que plus vous allez faire, c'est comme ça que la croissance se fait chez le nourrisson. Au démarrage, les dendrites sont très peu nombreuses, elles se multiplient, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elles vont rentrer en contact avec d'autres neurones, avec d'autres dendrites, avec d'autres axones. Et plus on va faire travailler le cerveau, plus on le sollicite, plus les connexions synaptiques seront importantes et nombreuses, et c'est comme cela que le cerveau arrive à se développer. Et ceci, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est ce qui va manquer quand on vieillit. Et si vous remarquez chez vos patients, les personnes âgées qui quittent le monde professionnel, qui commencent à moins parler, à moins discuter, à moins rencontrer, à moins avoir d'activité sociale, eh bien, ils vont avoir une raréfaction du mot, ils vont avoir une diminution de la mémoire, une diminution des envies, une diminution de leur fonctionnement social. Et ça va se traduire au niveau cérébral par une réduction des dendrites, une réduction du nombre de synapses intracérébrales qui progressivement va baisser. Ce qui est intéressant, c'est que c'est réversible. Quelqu'un qui a 75 ans, à qui vous faites faire beaucoup d'exercices intellectuels, du sport, etc., il est capable de refaire des synapses et de recommencer pour pouvoir redévelopper un fonctionnement normal. Même durant les 20 premières années, parce que j'ai beaucoup de jeunes patients qui, à tort, ont été diagnostiqués Asperger alors qu'ils ne le sont pas parce que c'était très carencé, très négligent dans leur enfance. Oui. Pas de stimulation. Alors, ce qu'on a vu, c'est en fait, il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à la grossesse. Le manque de fer, eh bien, on va avoir un développement dopaminergique complètement perturbé. Le manque de magnésium, c'est un peu la même chose. En fait, les carences gravidiques déclenchent énormément de souffrances fœtales qui vont se traduire par des pathologies plus tardives. On a vu l'autisme tout à l'heure, mais l'Asperger, ça fait partie des troubles autistiques. Et alors ça en fait partie. Mais vous pouvez avoir des troubles qui sont pas forcément, j'allais dire, catégorisés, mais qui existent, qui sont là, qui sont présents avec des symptômes et qui sont liés à des anomalies vraisemblablement de développement de ces voies dopaminergiques ou sérotoninergiques, peu importe. Mais des anomalies à ce moment-là, oui. Donc une femme enceinte, je suis désolé, mais quand je vois que les gynécologues ne font que donner de la vitamine B9 et un comprimé de vitamine, c'est un peu malheureux parce que moi, je vois des femmes enceintes qui sont largement dotées de vitamine B9, mais qui n'ont plus de fer. Et ça, c'est jamais dosé, ou quasiment jamais.
Donc, en fait, il faudrait avoir une consultation nutritionnelle avant la grossesse au niveau de la préconception, une première consultation nutritionnelle au démarrage, pendant et à la fin. C'est-à-dire, le diabète pendant la grossesse, c'est au deuxième trimestre, troisième trimestre, et c'est au troisième trimestre que le cerveau se développe en ayant la nécessité d'avoir suffisamment d'apport en oméga 3 pour développer le cerveau. Mais pas seulement des oméga 3, du fer, du magnésium, de l'iode, etc. Il y a des substances, il y a des acides aminés qui sont modulateurs, notamment la taurine. C'est un élément essentiel. Alors, on parle beaucoup de la taurine quand on parle du Red Bull, mais le Red Bull, je vais l'oublier parce que les taux de taurine là-dedans sont tellement importants que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a besoin, nous, dans notre cerveau. C'est un stabilisant membranaire. Il maintient la structure, la perméabilité, et en fait, il permet de maintenir le volume intracellulaire avec une fonction qui protège à la fois la cellule, le neurone et les petits vaisseaux qui sont autour. Donc la taurine est très importante, elle est fabriquée par notre corps. Le fait d'en apporter peut permettre d'augmenter son taux, parce que, et là de nouveau, chez les végétariens qui n'en mangent pas, c'est souvent carencé et on se retrouve avec des petits problèmes au niveau cérébraux malgré tout. Le deuxième... Excusez-moi, est-ce que c'est vrai que la taurine serait un acide aminé de la longévité? Alors ça peut, mais c'est en fait, comme je viens de le dire, la taurine est un élément qui protège la cellule. Alors est-ce que c'est la longévité? Non, parce que la longévité, c'est plutôt les télomères, et la télomère, c'est toutes les substances qui vont éliminer le fonctionnement de la télomérase, qui, elle, va permettre le maintien d'un télomère normal le plus long possible. Après, la taurine, elle, va protéger la cellule elle-même. Elle va protéger la perméabilité membranaire, elle va protéger le volume cellulaire. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça a une fonction cytoprotectrice. Le GABA et la mélatonine sont également des hormones modulatrices, mais ça, on va en parler tout de suite. Neurotoxiques, alors oui, il y a des produits qui sont vraiment neurotoxiques. On va voir que le glutamate, qui est un neurotransmetteur intracérébral, si on en mange trop, j'allais dire, c'est le syndrome chinois, des restaurants chinois, eh bien, on a une entrée excessive de calcium avec des gros problèmes cérébraux. L'aspartame, qui fait partie de la même famille que le glutamate, ou bien les toxines bactériennes, mycéliennes, comme les candidines, développées par le candida albicans. Maintenant, on retrouve aussi des gluténoïdes qui peuvent se caractériser par ce genre d'action et qu'on retrouve de plus en plus avec les mutations industrielles du gluten. Ensuite, vous avez la cocaïne, l'ecstasy, l'amphétamine, l'alcool, l'isope, tout ça, tous ces substances-là. L'isope, c'est la photo que vous avez vue à droite. Et toutes ces substances-là sont susceptibles de provoquer des anomalies au niveau neurologique. En échange, de l'autre côté, on a des facteurs qui protègent ce qu'on appelle les neuroprotectines, et ces neuroprotectines sont toutes issues des oméga 3, notamment du DHA. Et donc, quand on mange du DHA, eh bien, on favorise la synthèse de ces neuroprotectines qui, elles, sont chargées à la fois d'être antioxydantes et anti-inflammatoires et protègent donc les neurones de façon efficace. Donc là encore, déficit en oméga 3, ça va déclencher une perturbation de la fluidité membranaire, mais également une diminution des neuroprotectines avec une sollicitation, si c'est le cas, par les neurotoxiques qui vont aggraver la situation. Et puis tout ça, ça fonctionne avec une modulation circadienne. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que tout ça, ça fonctionne avec une chronoesthésie, avec une chronoefficacité, avec des rythmes biologiques. Et c'est également lié à, comme tout, avec un fonctionnement de neurotransmetteurs. Voilà, donc physiologie des neurotransmetteurs. Là, on va rentrer dans le détail. Donc, on a deux grandes familles qui sont les catécholamines et l'autre famille, c'est les indolamines. Les deux premiers chefs de file des catécholamines, c'est la dopamine et la noradrénaline. La dopamine, elle est synthétisée à partir de la phénylalanine qui se transforme en L-tyrosine, puis L-dopa, puis dopamine. Et puis vous voyez tout de suite que ça va se transformer en noradrénaline, puis en adrénaline. Et là, à droite, je vous ai mis ce qui est nécessaire et indispensable pour faire tout ça. Il faut du fer, il faut de l'oxygène, il faut du BHK, de la tétrahydrobioptérine, il faut de la vitamine B6, il faut de la vitamine C, il faut du cuivre, il faut des donneurs de méthyle. S'il vous manque un de ces éléments-là, la chaîne s'interrompt et vous avez un déficit dans le substrat qui devrait être synthétisé.
La dégradation va se faire sous forme de la dopamine va se transformer en noradrénaline, on vient de le voir. La dopamine, elle joue un rôle dans le contrôle moteur, l'attention, le sommeil, la mémoire, la cognition, le plaisir, la motivation. Elle est omniprésente dans des caractéristiques pour avoir une bonne humeur. C'est elle qui vous fait chanter sous la douche le matin, c'est elle qui vous met en forme, c'est elle qui vous motive pour aller au travail, c'est elle qui va favoriser l'apprentissage, c'est elle qui favorise la productivité, la planification de tous vos projets. Et puis, elle est impliquée dans le système de récompense qu'on va voir tout de suite, qui est un système très important, et j'allais dire, qui fait que nous fonctionnons. C'est grâce à ce système de récompense que, en fait, tout notre cerveau fonctionne. Parce que, en fait, on va manger parce qu'on obtient du plaisir, on va fumer parce qu'on obtient du plaisir, on va courir parce qu'on obtient du plaisir, on va chez des amis parce qu'on obtient du plaisir, et la dopamine intervient sans arrêt. La dopamine, donc, quand elle augmente, va augmenter la motivation, va augmenter l'envie, et elle va stimuler des zones préfrontales et limbiques. Autrement dit, dès que le préfrontal ou les zones limbiques sont stimulées, mais par la dopamine, mais également par la vue de quelque chose de sympa, par l'odeur de quelque chose de sympa, par le contact de quelque chose de sympa, vous allez avoir une activation de cette dopamine et qui va déclencher à ce moment-là un mouvement qui peut être je souris, je bouge, je vais manger, je vais boire, je vais fumer. Alors, qu'est-ce que c'est le circuit de la récompense? Eh bien, toutes ces informations préfrontales vont aller vers ce qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale, qui a un rôle essentiel, central, qui va récupérer ces informations et va les transmettre dans une autre région du cerveau qu'on appelle le noyau accumbens par des voies dopaminergiques. Si celles-ci sont interrompues, alors il n'y a plus aucun plaisir. Mais cette communication entre le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale, elle est permanente et c'est elle qui va ensuite, à partir de ce noyau accumbens, distribuer les informations dans le reste du cerveau pour aller provoquer des mouvements en envoyant des signaux dans la zone pyramidale, en envoyant des signaux dans la zone occipitale, etc., pour aller déclencher la réaction à la stimulation initiale. Dans les traumatismes, je pense que le noyau accumbens ne fonctionne plus. En tout cas, il y a quelque chose de ce domaine-là, je crois, dans les stress. Absolument. Dans les traumatismes, il y a un blocage parce qu'il y a deux voies dopaminergiques entre le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale. Il y a deux voies. Et dans les traumatismes, une des voies est stoppée et du coup, ça devient un peu compliqué. Le fait de voir, alors ce qui est important, c'est pas simplement de manger, de consommer, de fumer. Mais simplement le fait de voir une bouteille de vin provoque la sécrétion de dopamine. C'est ce qu'on appelle l'anticipation de la récompense. Et cette anticipation de la récompense fait que, ça vous est peut-être jamais arrivé, mais je pense que chez les gens qui aiment le sucre ou qui aiment boire, on pense à la bouteille de rouge, et on peut pas s'empêcher de se lever, d'aller chercher un verre. C'est ce qu'on appelle la répétition de l'action. Et donc la surconsommation, qui peut aller jusqu'à la dépendance. C'est-à-dire que j'ai fini de manger mon petit pain au chocolat, je vais aller me chercher du chocolat, parce que le chocolat, c'est sympa, mais quand j'ai fini mon chocolat, je vais aller en rechercher. Et ça va provoquer à ce moment-là une sécrétion importante de dopamine, qui va finir par rester importante, alors qu'on ne peut ne même pas consommer. Et donc, il va y avoir une dissociation entre la consommation réelle du produit et l'anticipation de cette consommation, et c'est ce qu'on appelle le manque. Ainsi, plus on consomme, moins on retire de récompense et de plaisir, et ça c'est l'accoutumance. Ensuite, la consommation, elle devient compulsive, et on veut sans arrêt consommer, c'est la compulsion, c'est l'addiction, c'est l'envie de sucre, c'est l'envie de fumer, c'est l'envie du cannabis, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc c'est le circuit dopaminergique qui est perturbé. Et on va voir que ces circuits-là, ils sont perturbés par beaucoup de facteurs. Le stress, le surpoids, le manque de sommeil et tout un tas de stimulations. Donc le cortex préfrontal, il est impliqué dans la motivation et la focalisation de l'attention. L'amygdale, c'est le centre, c'est juste un problème, j'ai mis ça pour l'anatomie. L'amygdale, c'est le centre des émotions. L'hippocampe, c'est le régulateur de la mémoire. Et le noyau accumbens joue un rôle d'interface entre les émotions et les sorties motrices. Et donc, l'amygdale, l'hippocampe, le septum, tous ces éléments-là
envoie des signaux à l'aire tegmentale ventrale qui va renvoyer sur le noyau accubans, qui lui va provoquer un mouvement, le fait de bouger, d'aller chercher, d'aller manger, d'aller consommer. Et toutes ces structures vont aller également sur l'hypothalamus pour réguler les fonctions neurovégétatives, c'est-à-dire modifier le rythme cardiaque, la régulation thermique, la faim, la soif, la reproduction. Vous voyez, c'est relativement complexe, sachant que dans toutes ces voies-là, il y a des voies de rétrocontrôle, des interférences avec le reste du cerveau, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce circuit-là, il est important, surtout entre l'aire tegmentale ventrale et ce noyau accubans. Et c'est la dopamine dont il dépend. La noradrénaline, c'est le deuxième produit de dégradation de la dopamine. Moi, j'ai ça. OK, c'est bon. La noradrénaline, donc, elle est fabriquée à partir de la dopamine. Elle module l'attention. Donc, on a vu tout à l'heure que la dopamine, elle déclenche l'attention, l'apprentissage. Eh bien, la noradrénaline continue, la module, facilite la réponse aux signaux de la récompense. Donc, elle intervient aussi, même à minima, dans le côté apprentissage, dans le côté récompense. Et elle intervient dans la peur, associe la peur à un événement, et c'est aussi ce qui fait que si vous avez une fois eu peur de quelque chose, au moment où ce quelque chose revient ou survient de nouveau, eh bien, il y a une resécrétion d'adrénaline qui va intervenir, mais qui va aussi associer le phénomène que vous voyez, le stimulus, à la peur. Un autre élément important, la noradrénaline augmente avec l'exercice physique. Et donc, la conséquence, c'est que quand vous voulez apprendre, quand vous voulez lire, quand vous êtes étudiant, eh bien, il vaut mieux bouger. Les étudiants qui restent chez eux des soirs et des soirs entières vont moins apprendre que celui qui va faire son footing régulièrement. Autre élément important, la caféine augmente la noradrénaline du cerveau, elle améliore la capacité à accomplir des tâches répétitives, ennuyeuses, non sanctionnées par des récompenses. L'administration de tyrosine, donc rappelez-vous, la tyrosine, c'est le précurseur de la dopamine et de l'adrénaline et de la noradrénaline, va augmenter la sécrétion de noradrénaline et ce traitement va améliorer la composante hédonique, le plaisir dans la dépression. Donc quelqu'un qui est déprimé, qui a plus de plaisir à rien, le fait de lui donner de la tyrosine va améliorer ce côté dépressif. Et vous voyez que la sérotonine, que la noradrénaline, que la dopamine, ils agissent, ce sont 3 neurotransmetteurs qui sont en permanence en interaction les uns avec les autres pour toutes les caractéristiques de l'humeur. Donc, il faut impérativement, quel que soit le signe de perturbation de l'humeur, faire en sorte que ces 3 neurotransmetteurs-là soient en bon état. Comment est-ce qu'on fait pour le voir? C'est très simple. On va mesurer au niveau biologique dans les urines les produits de dégradation de ces 3 neurotransmetteurs. Une autre solution, c'est d'utiliser des questionnaires, le DNSM par exemple, qui sont des questionnaires qui vont permettre de dire la dopamine ne fonctionne pas, la sérotonine ne fonctionne pas, ces questionnaires sont parfaitement corrélés avec les résultats biologiques. Ils sont moins précis, on a moins de précision entre guillemets sur la panne qu'il y a, mais quelqu'un qui ne fait pas de biologie peut parfaitement se dire voilà, j'ai pas de dopamine, et ensuite vous interrogez et la clinique va vous permettre d'obtenir la solution au problème. Troisième C'est neurotransmetteur. juste une question. Oui. En fait, j'ai pas compris. Quand une personne est déprimée, on augmente sa tyrosine et on augmente le côté dépressif. Non, on n'augmente pas le côté dépressif. En fait, dans une dépression, vous avez une diminution du plaisir tout court, hein, quel que soit le plaisir, on n'a plus rien envie de faire, on n'a plus envie de sortir, plus envie de voir des amis. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. Et le fait de monter la dopamine, de monter l'adrénaline, la noradrénaline, eh bien, la noradrénaline agit là-dessus et donc va réaugmenter cette sensation de plaisir. Et ce sont des gens qui vont retrouver du plaisir à aller agir. C'est-à-dire que ils ne sortaient plus le soir avec des amis, là, ils vont recommencer à sortir, ils veulent plus voir personne, là, ils recommencent à voir du monde, ils n'ont plus de plaisir à manger, ben là, ils vont recommencer à remanger. Tout ce qui est notion de plaisir dans la dépression va être amélioré. Donc, c'est le côté anédonie de la dépression qui va être corrigé par la prise de tyrosine. D'accord? Ouais, j'ai compris.
Ensuite, métabolisme des indolamines, donc ça c'est la sérotonine, elle est synthétisée à partir du tryptophane. Là, vous voyez qu'il lui faut de la vitamine B3, il lui faut du fer, il lui faut du cuivre, il lui faut de la vitamine B6. Et bien évidemment, vous retrouvez à ce moment-là la sérotonine qui va se transformer si et seulement s'il y a de la vitamine B6, B9 et B12 en mélatonine. Et donc là encore, vous voyez qu'il y a nécessité de la méthylation, donc il faudra avoir du SAM qui va permettre d'apporter ces fonctions méthyl. La dégradation va se faire à la fois par réabsorption ou alors dans les urines par le biais du 5-HIA que on peut doser et qui nous permet de définir la concentration de sérotonine qu'il y a dans le corps. Je rappelle que 70% du dosage de la sérotonine urinaire vient non pas du cerveau, mais vient des intestins, puisque la sérotonine, c'est l'anti-inflammatoire de l'intestin. Donc, quand vous avez une augmentation de 5-HIA dans les urines, ça veut dire qu'il y a une augmentation qui est liée à une inflammation intestinale, donc votre intestin est perturbé, donc vraisemblablement vous avez une dysbiose, ce qui est relativement fréquent. On a vu la synthèse de la sérotonine, et ce que je voulais surtout vous dire, c'est là on le voit au niveau de la paroi intestinale, mais aussi, surtout, au niveau de la barrière hématoméningée. En effet, le tryptophane est en compétition avec les acides aminés neutres. Les acides aminés neutres, c'est quoi? C'est l'acide aspartique, c'est la lysine, c'est l'histidine et c'est l'acide glutamique. Et donc, si vous mangez du tryptophane avec d'autres acides aminés, notamment la tyrosine, il ne passera pas à la barrière. Par contre, la seule façon de passer dans le cerveau, c'est l'insuline qui va stimuler le passage. Alors, ça a une application pratico-pratique, que vous pouvez utiliser tous les jours. Si le matin, vous mangez du jambon, vous allez absorber à la fois du tryptophane et de la tyrosine, sachant qu'il y a automatiquement plus de tyrosine que de tryptophane, c'est la tyrosine qui va passer dans le cerveau et vous allez fabriquer la dopamine. Comme la dopamine, c'est celle qui vous réveille, qui vous motive, qui vous lance dans la journée, c'est parfait. La midi, même combat. Vous mangez de la viande, vous absorbez les deux, beaucoup de tyrosine, synthèse de dopamine et de noradrénaline. Par contre, quand vous avez mangé ça, vous avez beaucoup de tryptophane dans votre sang et celui-là, il ne peut pas passer la barrière parce qu'il est en compétition et c'est pas lui qui va passer le premier. Et donc, ce tryptophane, la seule façon qu'il a, c'est l'insuline. Et pour qu'on ait de l'insuline, il faut manger du sucre. Alors, le sucre, oui, mais pas n'importe quand, puisque la sérotonine, normalement, elle doit être synthétisée dans l'après-midi et dans la soirée, pour se transformer ensuite en mélatonine. Eh bien, c'est à 4 heures et le soir qu'il va falloir absorber des sucres, notamment des sucres lents. C'est ce qui explique aussi pourquoi le grignotage sucré survient dans l'après-midi. C'est dans l'après-midi qu'on a besoin de sérotonine. S'il n'y a pas prise de tryptophane, le tryptophane ne rentre pas dans le cerveau, vous avez une réduction du taux de sérotonine intracérébrale avec tous les symptômes d'une baisse de sérotonine qui sont l'irritabilité, qui sont la compulsion sucrée, qui sont la diminution des phases d'endormissement, qui sont la fatigue, l'épuisement, l'insomnie et les réveils de début de nuit. Et pour finir, la dépression sérotoninergique. Donc, là, il faut donner du tryptophane, mais surtout, il faut également veiller à ce qu'il y ait une consommation de sucre lent le soir pour avoir une augmentation de l'insuline et pas simplement du chocolat ou des bonbons. Parce que les chocolats et les bonbons, c'est une sécrétion insulinique qui est rapide, ce sont des sucres rapides. Et donc, 5 minutes après, vous avez de nouveau envie et c'est ce qu'on appelle le grignotage. Donc là, il vaut mieux aller manger des féculents, des lentilles, des pois chiches, des pâtes ou du riz que d'aller manger du chocolat le soir pour faire monter sa sérotonine. Donc, la sérotonine, on l'a dans le tronc cérébral, dans le système limbique, dans le cortex préfrontal. Elle est responsable de votre sommeil, de vos comportements, de l'humeur, et va se transformer dans la glande pinéale en mélatonine, à condition que nous soyons dans une atmosphère où il n'y a pas de lumière. Là, je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, c'est facilité par le sucre, donc ça on a vu. Et puis, la sérotonine, quand elle a deux voies de dégradation, elle se dégrade normalement en 5-HIA, elle peut également se dégrader par la voie des indoles, ça j'ai fait de la chimie, mais surtout ce qui est important, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez du stress, quand vous avez de l'inflammation, quand vous avez un stress oxydant, une inflammation chronique, notamment une obésité, vous avez à ce moment-là un détournement de votre sérotonine vers la voie de l'acide kynurénique, qui lui est très pro-oxydant
pro-oxydant et qui va déclencher une dysbiose avec une augmentation de la perméabilité intestinale. Résultat, vous aggravez la situation en donnant du tryptophane chez quelqu'un qui est super enflammé, chez quelqu'un qui est complètement déséquilibré. Donc, donner du tryptophane comme ça, à volo, sans comprendre comment ça fonctionne, c'est pas très bien. Il faut à ce moment-là traiter l'intestin, traiter l'inflammation, d'où l'association tryptophane oméga 3 probiotique pour pouvoir réparer tout et obtenir le fait que votre tryptophane va agir là où vous voulez qu'il agisse. La mélatonine, elle est synthétisée la nuit dans la glande pinéale, mais en l'absence de lumière. S'il y a de la lumière, marche pas. Il faut savoir que la sérotonine, quand il y en a, ou quand il y a des précurseurs, quand il y a du tryptophane, elle est synthétisée toute la journée, et c'est seulement quand la nuit tombe qu'elle se transforme en mélatonine dans la glande pinéale. C'est elle qui est à l'origine de la régulation des rythmes chronobiologiques, c'est elle qui régule de nombreuses sécrétions hormonales, et elle est synthétisée à partir de la sérotonine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un déficit, si vous avez du grignotage, si vous avez de la compulsion, de l'irritabilité, des insomnies d'endormissement, alors forcément, vous allez retrouver une baisse de la mélatonine derrière avec de l'insomnie ou une mauvaise qualité de sommeil ou des sommeils trop courts non réparateurs. Et cela veut dire qu'à ce moment-là, il faut aller étudier tous les mécanismes des indolamines pour faire en sorte que les deux hormones, les deux neurotransmetteurs fonctionnent correctement, notamment en veillant à la présence de ces fameux neurotransmetteurs. Il faut savoir qu'elle est synthétisée dans la glande pinéale, mais elle est également synthétisée beaucoup dans la rétine, dans les mitochondries de la moelle osseuse, les lymphocytes, la peau, l'intestin, les testicules, les ovaires, les astrocytes. Et là, elle a d'autres rôles qu'on va voir bientôt. Et ces rôles-là sont essentiellement protecteurs, antioxydants. On la retrouve dans les noix, les noisettes, les maïs, la tomate, tous ces légumes-là, vous allez pouvoir les lire. Il faut savoir que vous avez sûrement dû lire que les jus de cerise font dormir. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information. C'est lié au fait que dans les cerises, vous avez des proanthocyanidines qui permettent d'augmenter la disponibilité du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine. Donc, c'est pas parce que ces variétés de cerises contiennent de la mélatonine qu'elles sont efficaces, mais c'est qu'elles favorisent la disponibilité intracérébrale du tryptophane et donc vont permettre d'augmenter la synthèse de la mélatonine à condition qu'il y ait de l'obscurité. Le proanthocyanidine, c'est le OPC, le fameux OPC? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Ensuite, le rôle, donc, comme je vous l'ai dit, c'est protection de l'ADN à la fois nucléaire et mitochondrial. C'est stimulation du système immunitaire. Il régule l'appétit, la sécrétion de leptine la nuit, diminue ses concentrations. Et ainsi, on voit que le fait d'avoir une mélatonine qui ne fonctionne pas, autrement dit, je dors mal ou je dors peu, eh bien, on a une obésité qui se déclenche. On l'a vu, la sérotonine se synthétise toute la journée, mais par contre se transforme la nuit en mélatonine et se stocke dans la glande pinéale. Mais ça vous arrive d'avoir des patients qui dorment bien? Parce que franchement, moi, j'ai l'impression que tous mes patients dorment mal. De plus en plus. Hein, c'est quand même, vous êtes d'accord? Il y a Ah une oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis le lien, vous disiez les ovaires qui fabriquent aussi la mélatonine. Donc ça veut dire qu'en cas de ménopause, ça ne fonctionne plus de la même manière. Oui. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. En fait, à partir d'un moment donné, vous avez une perte. Alors, bien sûr, si vous voulez, les ovaires dysfonctionnent au moment ou s'arrêtent de fonctionner au moment de la ménopause, donc arrête également la synthèse de mélatonine. Alors, est-ce que le fait d'arrêter la mélatonine, ça signifie qu'il y a une diminution de la protection antioxydante des ovaires? Est-ce que ça veut dire que l'ovaire est plus fragilisé et plus susceptible de déclencher un cancer des ovaires? Je n'ai pas la preuve et je crois qu'il n'y a pas d'études qui le démontrent, mais ça serait logique. Et c'est pour ça que les cancers des ovaires arrivent souvent après la ménopause. Mhm. Ça, on l'a vu. Les interactions. Alors, il faut savoir que les bêta-bloquants réduisent la sécrétion nocturne de mélatonine. Donc, tous les gens hypertendus qui prennent des bêta-bloquants, il ne faut pas s'étonner qu'ils dorment moins bien. Il faut aussi voir que la caféine associée à la lumière va réduire les niveaux de mélatonine. Autrement dit, vous buvez votre café le soir avec plein feu, ben vous n'allez pas dormir tout de suite. Et c'est pas parce que la caféine empêche de dormir, c'est parce que les deux réduisent le taux de mélatonine. L'exposition à la lumière, mais ça vous le savez, réduit la sécrétion de mélatonine. Les LED, les écrans bleus réduisent la sécrétion. Par contre, la lumière rouge, ça vous fait dormir. Donc si vous dormez pas bien, ou les enfants dorment pas bien, une petite loupiote rouge dans la chambre à coucher des enfants,
peut favoriser le sommeil. Les traitements, maladie d'Alzheimer, alors, comment s'en sert? La prise de mélatonine améliore les cycles du sommeil et en particulier vont permettre l'allongement du sommeil. Et le fait de les exposer à la lumière naturelle, donc réduire entre guillemets le gris de la journée, c'est-à-dire là comme aujourd'hui on est dans le gris plutôt que le clair ou le foncé, eh bien ça vous permettrait, en augmentant cette lumière, de réduire les symptômes de dépression, les limitations fonctionnelles, la détérioration cognitive, et le fait de prendre de la mélatonine permet également d'allonger le sommeil, il est plus réparateur, et on observe à ce moment-là une diminution des comportements agressifs, des phases d'agitation et de réveil nocturne. Et malheureusement, je vois que dans les EMS, on va plutôt aller donner du Temesta, du Stilnox ou l'Imovane que de la mélatonine. Et jusqu'à quel dosage, du coup, en termes de milligrammes? Alors, pour vous donner un exemple, moi, j'ai donné déjà à des enfants hyperactifs 2 à 4 milligrammes. Le circadin est dosé à 2 milligrammes. J'ai le président de la Société de longévité française, Monsieur de Jäger, qui mange depuis 40 ans 50 milligrammes de mélatonine tous les soirs. Alors lui, il le prend pas pour dormir, mais il le prend pour les raisons d'augmentation de l'immunité, antioxydants, etc. Il n'a jamais eu le moindre effet secondaire. Donc en fait, on a très très peur dans nos pays de la mélatonine. C'est vrai qu'il faut bien savoir l'utiliser, mais moi je dirais que on démarre à 2, on peut monter à 4, à 6, il faut quand même commencer à se poser des questions si la mélatonine est opportune. D'accord. Les dépressions saisonnières, oui. Non, merci. Les séances de luminothérapie ne permettent pas de réguler la production de mélatonine, mais augmentent la sérotonine. Et donc, en augmentant la sérotonine, on favorise l'endormissement. Les syndromes prémenstruels, on a constaté que chez ces personnes-là, on a une diminution de la mélatonine, des problèmes de sommeil également, et la fatigue physique et psychique qui s'accompagne. Et la prise de mélatonine chez ces personnes permet de réduire le syndrome prémenstruel. Alors moi, dans ces cas-là, je vais donner plutôt un précurseur de la sérotonine, parce qu'il y a aussi une irritabilité, il y a aussi tous les symptômes de la baisse de la sérotonine. Et donc, je vais donner du tryptophane en veillant à ce que les oméga-3 et les probiotiques soient là, de telle façon que ma synthèse de sérotonine se fasse et puisse se transformer normalement en mélatonine. Du coup, on réduit tout le parti irritative, la partie compulsive, grignotage du syndrome prémenstruel, mais on améliore également les fonctions du sommeil et notamment la durée et la qualité du sommeil. De façon anecdotique, elle agit au niveau de la sclérose latérale amyotrophique. Et puis surtout, la migraine, il y a certaines études qui ont démontré que la prise de 3 mg de mélatonine le soir, mais à ce moment-là, la libération immédiate, avant de se coucher, permettrait d'être efficace sur l'apparition des migraines. Ça, j'ai pas encore testé. Les pathologies, alors on va aller relativement vite. L'hypodopaminergie, ça vous en voyez certainement très souvent. Les symptômes, c'est l'humeur triste, c'est l'absence de désir, de plaisir, c'est des pertes de concentration, d'attention, des réveils difficiles, c'est on se lève le matin, on a plutôt envie de se recoucher, c'est des maux de tête le matin, et puis baisse de motivation, de la projection dans le futur, on n'a plus envie, on fait plus de projets, on sait plus ce qu'on va faire, on n'a plus envie de travailler. La nuit, alors un des symptômes caractéristiques, et je vous conseille de le chercher parce que c'est très fréquent et très très typique. En principe, ça se caractérise par des réveils vers 3-4 heures du matin. C'est pas les réveils sérotoninergiques du début de nuit, c'est plutôt des réveils à 3-4 heures du matin avec les jambes qui bougent sans arrêt. N'oubliez pas que la baisse de dopamine, c'est aussi le syndrome des jambes sans repos. Et donc, les jambes qui bougent sans arrêt, on a chaud tout le temps, on sort des draps, rentre dans les draps, on ouvre la fenêtre et pour finir, on se lève, on va aux toilettes. Eh bien, tous ces symptômes-là, ce sont des symptômes de baisse de la dopamine. Vous donnez de la tyrosine le matin, vous modifiez le régime alimentaire, et c'est bizarre, tous ces symptômes disparaissent. C'est également dans les syndromes sans repos, le seul diagnostic, on va tenter de donner des précurseurs, donc de la tyrosine, de la dopamine le soir, en veillant bien à s'assurer que la sérotonine fonctionne bien pour assumer l'endormissement. Parce que si on augmente trop vite la tyrosine du soir, on va fabriquer plutôt de la noradrénaline et de la dopamine et empêcher le sommeil. Par contre, à filer le soir vers 18-19 heures,
de tyrosine, à raison de 500 mg par exemple le soir, on arrive très souvent à réguler le problème de réveil de fin de nuit. La dépression dopaminodépendante, c'est une entité qui survient la plupart du temps à la cinquantaine chez la femme ménopausée, qui se caractérise par une asthénie matinale, par des troubles de la mémoire, des troubles d'attention, une perte de projet, une détresse, une perte de sens. C'est très fréquent. Ça passe souvent là, personne ne fait attention. Ce sont des femmes qui sont parce qu'elles disent elles sont ménopausées, c'est normal qu'elles soient fatiguées, c'est normal qu'elles perdent la mémoire, elles vieillissent. Tout ça, pas du tout. C'est la dopamine qui manque. Vous boostez ces femmes avec de la tyrosine et vous obtenez un résultat qui est assez spectaculaire, en essayant bien évidemment d'aller vérifier tous les autres neurotransmetteurs et les carences, parce que en général, c'est associé avec d'autres facteurs. Les traitements de la dépression dopaminergique, c'est bien sûr au petit déjeuner, un petit déjeuner riche en protéines et pauvre en glucides simples. Les précurseurs, c'est la tyrosine. Il faut prendre 500 mg par gélule et on peut aller jusqu'à 1,5 g à 3 g par jour. C'est une prise d'1 gramme maximum. On renouvelle les prises et c'est de préférence le matin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le matin à 8 heures, on va prendre 1 gramme. À 10 heures, on prend 1 gramme. À midi, on prend 1 gramme. 3 grammes, c'est déjà bien. À 3 grammes, ils ont la pêche. Si à 3 grammes, ils n'ont pas la pêche, c'est que votre diagnostic n'est pas bon. Il faut revoir tout ça. Et on les prend le matin, sauf, comme j'ai dit, dans le syndrome des jambes sans repos, on va le prendre le soir. Ne pas oublier que pour la synthèse, il faut du fer, du zinc, des folates et du magnésium, parce que donner de la tyrosine sans donner du fer, du zinc, du folate, du magnésium, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai cité là le Form Booster qui contient ces 4 nutriments qui nous permettent immédiatement de synthétiser la dopamine et la noradrénaline par la suite. On peut également utiliser du ginkgo biloba, de la vitamine B12, de la phytothérapie. Sachez que le mucuna est également riche en dopamine, en tyrosine et nous permet de façon naturelle, c'est un sirop, nous permet de naturellement faire grimper la dopamine. La rhodiola et le gâtillier font pareil. Le safran également. Tous ces éléments-là vous permettent de faire monter la dopamine. La baisse de la noradrénaline, ça donne des dépressions avec anédonie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la perte du plaisir. Chez l'enfant, ça se caractérise par un comportement social qui est complètement détaché de la famille, détaché de l'environnement. C'est la recherche de sensations fortes. Je ne sais pas si vous avez vécu ça il y a quelques années, mais il y avait des jeunes dans le sud de la France dont le grand deal, c'était de se réunir, de boire le plus vite possible n'importe quel alcool le plus fort possible et d'être bourré le plus vite possible. Et ensuite, alors au lieu de cuver, non, ensuite le grand deal, c'était une fois qu'on était bien bourré, c'est de prendre la voiture et de rouler le plus vite possible. Ça s'est terminé en général en réanimation, mais ça a été à un moment donné une grosse épidémie où c'était la grande mode chez les jeunes. Et ça, c'est vraiment caractéristique d'une baisse de noradrénaline. Une petite remarque, les gens qui ont une baisse de noradrénaline, si ça persiste et si c'est important, ce sont des gens qui vont faire une vraie dépression. Et ce sont les dépressions vraiment qu'il faut repérer. Pourquoi? Parce que quand ça évolue vers la tendance suicidaire, ce qui est important et ce qui arrive fréquemment, ce sont des suicides toujours réussis. Les gens qui se jettent d'un pont, c'est une baisse de noradrénaline. Les gens qui se coupent des veines, vous savez, la jeune fille qui a 18 ans, 15 ans, 16 ans, qui se coupe les veines, c'est un appel au secours. Maman, mon copain, il s'est barré, je suis toute seule, je suis perdue. Ça, c'est sérotonine. Je veux pas mourir, mais je veux que tout le monde le sache. La personne qui va se suicider avec une hyponoradrénergie, celle-là, je vais mourir et je meurs. Ce sont des gens qui vont se pendre, vous comprenez pas pourquoi, parce que une heure avant, ils étaient bien. Ça, c'est des dépressions noradrénergiques. Ce sont des gens qui nécessitent impérativement une prise en charge immédiate, rapide, efficace. Et là, c'est médicamenteuse. Parce qu'on n'a pas le temps, avec la tyrosine, de leur faire remonter leur noradrénaline. C'est un très gros risque qu'on prend en se disant, on va lui donner un peu de tyrosine, ça va marcher. Non, là, c'est vraiment, je prends un médicament, je surveille de façon attentive son comportement. Je peux donner de la tyrosine, mais surtout, je veille à ce qu'il n'y ait pas une évolution suicidaire. La tonalité affective est dominante avec une baisse de l'affection, une baisse du plaisir, un détachement social, une souffrance morale, perte trouble de la mémoire, de l'apprentissage. Tout ça, c'est la noradrénaline. Oui, Je peux juste poser une question par rapport aux tendances suicidaires. oui. Comment est-ce qu'on repère quelqu'un qui pourrait en avoir, qui donne pas de signes et du jour au lendemain? Ah, c'est uniquement ça.
Mais alors, s'il réussit pas, Si vous voulez, en fait, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est joyeux, qui fait la fête, etc. Et que, comme ça, progressivement, vous voyez que, ben, tu viens avec nous manger, non, j'ai pas envie. Viens, on va en boîte de nuit, non, j'ai plus envie. ah, La copine, elle dit, ben, écoute, on va sortir, non, j'ai pas envie. Il y a plus du tout de plaisir en rien. Et puis, ce sont des gens qui ne participent plus à des réunions. Et puis, moi, j'ai eu l'exemple non pas dans ma patientèle, mais dans des amis, où j'ai un ami qui est un joueur de volley-ball comme moi. Et après un match de volley-ball, on est allé manger tranquillement. Le lendemain, il est allé à Decathlon. Il a acheté 2 VTT à ses 2 enfants. Il est rentré chez lui. Il a pris une corde et s'est pendu. Voilà. Je peux vous dire que moi, le connaissant très bien, je n'ai rien vu arriver. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, il faut être c'est seule la personne qui s'en rend compte, c'est quand cette personne-là va consulter. Alors, dans ce cas de figure, elle n'a jamais consulté qui que ce soit. Donc, ce sont des gens qui évoluent tout seuls. Et vous regardez dans les journaux, il y a plein d'exemples, surtout là en Valais, où très récemment, il y a quelqu'un qui s'est jeté sur du pont. Ce sont des gens qui ne préviennent pas. C'est très compliqué d'aller les dépister. Alors c'est vrai que quand on fait des analyses et on les a sous la main et qu'on fait un DNSM et que vous voyez une noradrénaline qui est complètement explosée, ça veut dire attention, fais attention. Et là, il faut interroger. Il faut vraiment écouter, regarder, observer son comportement, éventuellement demander au conjoint, aux enfants ou à la famille comment il se comporte. Et si c'est nécessaire, si vous n'êtes pas médecin, il faut l'envoyer au médecin ou téléphoner au médecin en lui disant attention, moi j'ai peur. D'accord? Le traitement, c'est exactement la même chose que précédemment avec la dopamine. Et si c'est nécessaire, bien sûr, avec les cofacteurs. Et si c'est nécessaire, c'est de prendre un antidépresseur rapide et surtout une prise en charge. Moi, je sais que j'en ai eu 2-3 comme ça à l'époque et je les ai hospitalisés tout de suite parce que, et j'en avais parlé au psychiatre. Le psychiatre, il m'a dit c'est SAMU et automatiquement hospitalisation. Les hyposérotoninergies, alors, la sérotonine intervient dans les circuits de l'inhibition, de l'évitement, de la souffrance. Elle gère l'impulsivité, l'agressivité, la sexualité. Vous voyez de temps en temps des gens qui sortent la Kalachnikov et qui flinguent leurs copains de classe. Et ben voilà, c'est ça. C'est l'hyposérotoninérgie. Il y a plus du tout d'inhibition de quoi que ce soit. On gère plus tout l'impulsivité, l'agressivité. Ce sont les violeurs. Ce sont tout un tas de pathologies que vous avez dans le monde aujourd'hui et qui viennent d'un déficit en sérotonine. Alors pourquoi il y a un déficit en sérotonine? C'est parce qu'on mange. Regardez ce qu'ils mangent le soir. Le McDo, c'est pas forcément excellent. Ils sont carencés en plein de cofacteurs et quand vous les interrogez, ce sont des enfants ou des gens qui sont hyper irritables, un mot de travers et ils partent en live et qui à ce moment-là déclenchent tous les phénomènes qu'on voit dans les journaux. Les états maniaques, pardon, excusez-moi, les états maniaques aussi, les bouffées délirantes, ça pourrait aller là-dedans? Alors les bouffées délirantes vont à la fois sérotonine et dopamine. Comment dirais-je, les schizophrènes, ça peut aller là-dedans. Les accès maniaques, ça peut également aller là-dedans. En fait, la question, c'est est-ce que l'accès maniaque, c'est une levée d'inhibition? Est-ce que c'est une augmentation de l'agitation? Tout dépend un peu de la cause. Mais de toute façon, dans un accès maniaque, vous avez un problème de sérotonine et de dopamine. Et on est d'accord que dans ces cas-là, il faut quand même viser les antipsychotiques et que si le patient ne peut pas les prendre, il vaut mieux qu'il les prenne pendant un temps, le temps de réharmoniser les neurotransmetteurs. C'est exactement ça. Je pense que si vous voulez se dire « je vais faire naturel à tout prix », non, c'est dangereux. C'est vraiment ok, j'ai posé mon diagnostic, je sais que c'est dangereux, il faut donner un médicament. Par contre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « non, moi je veux pas de médicament, je vis naturel ». Non, là, il faut prendre un médicament. Et une fois que c'est stabilisé, pendant toute la période où on va stabiliser, ben on stabilise aussi derrière. Très bien. Traitement de la dépression, ben, il faut moduler le petit déjeuner comme on l'a vu, un apport de protéines, et c'est surtout l'apport de glucides le soir qui va nous permettre d'obtenir une augmentation de la synthèse de sérotonine, à condition qu'il y ait tous les cofacteurs. On peut donner du tryptophane, on peut aussi donner de l'alpha-lactalbumine, parce que l'alpha-lactalbumine va court-circuiter l'intestin. Quand vous avez une très grosse dysbiose, quand vous avez beaucoup de carences, une grosse inflammation,
il faut donner des tonnes de tryptophane et à ce moment-là, il vaut mieux donner de l'alpha-lactalbumine. Ça, c'est du petit lait. Hein, et à ce moment-là, vous court-circuitez le stade de tryptophane, 5-hydroxytryptophane, etc. Vous passez juste l'étape avant la synthèse de la sérotonine qui, elle, comment dirais-je, n'est pas perturbée par l'intestin. Parce que quand vous êtes très enflammé, que vous donnez au niveau intestinal et que vous donnez du tryptophane, ce tryptophane va aller être absorbé immédiatement par l'intestin qui va s'en servir, lui, pour fabriquer la sérotonine qui est son propre anti-inflammatoire. Et donc, votre tryptophane ne va jamais monter dans le cerveau. Et à ce moment-là, on donne l'alpha-lactalbumine qui, lui, n'intéresse pas du tout l'intestin, il sait pas quoi en faire, et il passe, et celui-là, par contre, il a la capacité, puisque c'est accroché avec une albumine, à passer le câble du cerveau. Et là, on donne jusqu'à 30 ou 75 grammes, en 2 ou 3 prises, l'après-midi ou le soir. Les oligo-éléments, bien sûr, il faut y penser, le fer, le magnésium, le zinc, tout ça. Très souvent, vous avez des déficits en folate parce qu'ils ne mangent pas du tout de légumes. La B12, maintenant, on a dit que la viande rouge, c'était dangereux, donc on n'a pas non plus de B12. Le magnésium, très peu de jeunes vous avalent leur mélange oléagineux. Les femmes sont susceptibles d'avoir une perte de fer, etc. Donc, les carences en micronutriments sont hyper fréquentes chez ces gens-là. En phytothérapie, on va utiliser le millepertuis, la griffonia et le safran. Et puis, vous avez l'hypomélanotinergie. L'hypomélatonergie se voit, à mon sens, beaucoup chez la personne âgée. On a tout un tas de fonctions qui sont dégradées dans ces symptômes-là. Et on a des gens qui sont distants, ils ne communiquent plus avec les enfants, ils sont d'une humeur froide. Alors ça, c'est aussi chez le jeune. Hein. Il y a une désynchronisation, ils vont se coucher alors c'est facilité par la prise en charge des personnes âgées. Quand vous êtes en EMS et qu'on vous couche à 5 heures, ça va pas favoriser une bonne synthèse de la mélatonine, surtout avec ce qu'ils mangent. Donc, vous avez une désynchronisation, une modification de l'architecture du sommeil avec des sommeils paradoxales et des sommeils lents profonds qui sont de plus en plus perturbés. Et puis, des dysrégulations neuroendocriniennes et des neurotransmetteurs qui perturbent et qui vont arriver jusqu'à la dépression mélatoninergique fréquente chez la personne âgée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est un peu plus compliqué que simplement la baisse de mélatonine, de sérotonine. Bien sûr, on va agir avec la lactalbumine, la tryptophane, etc. Mais je pense qu'il faut également faire les cofacteurs. Mais je pense qu'il faut également là donner de la mélatonine, de la gomélatine. À ce moment-là, il faut vraiment se dire que c'est comment dirais-je, la baisse de mélatonine est importante jusqu'à donner des symptômes. Et donc là, il faut traiter en apportant de la mélatonine directement. On ne peut pas se permettre de se dire on va essayer de fabriquer avec X, etc. Là, on associe le trip. Nous allons donc continuer cet exposé en parlant du GABA. GABA qui est également un neurotransmetteur bien connu, qui est présent dans de nombreux neurones, en particulier au niveau du cortex. Il est synthétisé à partir de l'acide glutamique et il permet de contrôler la transmission des influx nerveux de telle façon que ça ne parte pas dans tous les sens. C'est un régulateur, un modulateur. C'est également un vecteur de relaxation, c'est un neurotransmetteur du bien-être, de la lutte contre l'anxiété, de la relaxation. C'est plutôt un calmant. Le GABA agirait également dans certaines étapes de la mémorisation et dans le contrôle de la peur. Il joue un rôle à la fois physique et physiologique puisqu'il agit comme inhibiteur, il apaise le système nerveux, il réduit l'excitabilité neuronale et par là va réduire tous les phénomènes d'angoisse et d'anxiété. Le GABA est souvent associé également à un soulagement, une réduction des effets secondaires du stress et on sait que les benzodiazépines, bien connues, agissent en renforçant l'activité de ce GABA dans le cerveau. Le GABA intervient également dans la partie induction du sommeil et va permettre un endormissement avec une mise au repos du cerveau, une mise au repos liée à une réduction du stress. Le GABA agit également au niveau des fibres musculaires puisqu'il provoque un relâchement musculaire qui va contribuer également à la qualité du sommeil pour diminuer les contractures liées au stress.
De façon générale, le GABA joue un rôle essentiel dans l'ensemble du fonctionnement du cerveau, avec un rôle plutôt régulateur, un rôle plutôt inhibiteur. Les baisses de GABA intracérébrales vont provoquer des difficultés de concentration, des douleurs musculaires, un essoufflement, des sautes d'humeur fréquentes, une fatigue récurrente, etc. La production de GABA peut être augmentée par la consommation de certains aliments riches en glutamine, puisque comme on a vu, c'est le précurseur de ce neurotransmetteur. Et parmi ces précurseurs, on va retrouver les œufs, les légumes secs, tels que les haricots rouges, les lentilles, mais aussi les châtaignes, les épinards, le brocoli ou le riz. On peut aussi augmenter son optimisation, son activité, par de l'inositol, que l'on trouve dans certains végétaux. Les acides aminés ramifiés tels que la valine, la leucine, l'isoleucine permettent également la synthèse plus facile de GABA. Et puis d'autres techniques plus pratiques, la méditation, la cohérence cardiaque, peuvent accentuer la production de GABA puisqu'ils contribuent également à réduire le stress. Des acides aminés comme la théanine et l'alpha-casozépine contribuent également à l'élévation du GABA. Dernier neurotransmetteur relativement important, l'acétylcholine, dont on parle relativement peu, et pourtant qui joue un rôle important dans la mémoire, le contrôle musculaire et l'humeur. L'acétylcholine est synthétisée dans la terminaison des axones à partir de deux éléments que sont la choline et l'acétylcoenzyme A. La choline, elle vient d'alimentation bien sûr, mais elle peut venir d'un autre composé qui va permettre, grâce à sa transformation en choline, qui se fait avec l'action de la méthionine, va se transformer ensuite en acétylcholine avec la présence d'un radical acétyl, qui lui va venir de la vitamine B5. Donc on voit par là que pour la synthèse de l'acétylcholine, il me faudra de la choline, de la vitamine B5, qui sont les deux éléments essentiels pour pouvoir synthétiser cette acétylcholine. Les actions de l'acétylcholine, elle va réduire les niveaux d'homocystéine, elle va participer à la synthèse de l'acétylcholine, mais également à la structure des membranes cellulaires, à la régulation de l'expression de gènes. Donc la choline alimentaire est importante et doit être proposée aux patients quand ils mangent, notamment végétarien. Nous allons le voir, la choline vient des œufs, du bœuf, du foie, du poulet, des crevettes, du cabillaud, du saumon, et également du brocoli, du chou et des épinards. Donc il y a peu de produits végétaux qui apportent de la choline, donc la choline doit faire l'objet d'une certaine attention chez les personnes qui sont végétariens ou véganes. La méthionine aussi est un élément important puisqu'on a vu qu'elle participe à la synthèse de l'acétylcholine. On la trouve dans la morue, dans le parmesan, le thon, la dinde, le poulet, l'anchois, le porc, le veau, les noix du Brésil, donc plusieurs aliments à la fois végétaux et animaux. Quant à la vitamine B5, on la retrouve dans le chocolat, dans le foie, dans les graines de tournesol, dans le rognon, dans le son de blé, dans les flocons d'avoine, dans les œufs. Donc là aussi, la vitamine B5 est relativement présente dans l'alimentation normale, alimentaire méditerranéenne. Et puis l'acétyl-L-carnitine qui va fournir le radical acétyl, on le retrouve également dans les produits animaux tels que l'agneau, le mouton, le bœuf, le poulet, mais également dans le lait et la levure. Donc choline, méthionine, vitamine B5, acétyl-L-carnitine sont les éléments qui permettent la synthèse de l'acétylcholine. L'acétylcholine, quand on regarde un petit peu ses effets, il se réalise au travers de deux types d'effets qui sont appelés à la fois muscariniques et nicotiniques. Les récepteurs muscariniques, il y en a plusieurs types, on ne va pas forcément rentrer dans le détail du type de récepteur, sachez qu'il y en a, ils sont numérotés de M1 à M5, et ces récepteurs sont couplés directement avec les protéines G dont on a parlé précédemment, qui sont des protéines qui permettent le transfert d'informations à l'intérieur de la partie postsynaptique, notamment, et qui vont permettre de pouvoir faire transférer l'influx nerveux dans l'axone postsynaptique.
Je ne vais pas insister sur l'intérêt du M1, M3, du M2. Sachez simplement que chacun de ces récepteurs est couplé à un autre type de protéine ou un autre type d'enzyme avec des actions différentes. Et ces récepteurs muscariniques ne se retrouvent pas tous au même endroit. Sachez que l'activation par l'acétylcholine de ces récepteurs est inhibée par l'atropine. Les effets de l'acétylcholine sur les oreillettes est beaucoup plus importante que les effets sur le myocarde lui-même, donc sur la partie ventriculaire. Et quand on stimule et quand on augmente le taux d'acétylcholine au niveau cardiaque, on va obtenir une bradycardie qui peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque et une diminution de la conduction auriculo-ventriculaire, de la force de contraction des oreillettes, et cela peut entraîner également une chute de la pression artérielle. Au niveau des vaisseaux qui contiennent des récepteurs muscariniques, l'injection va permettre de provoquer une vasodilatation artériolaire qui, elle, est provoquée par la libération de NO. Malheureusement, dans les coronaires qui sont bouchés par des plaques d'athérome, cette libération de NO ne va pas se produire et c'est le seul moment où l'acétylcholine va plutôt être vasoconstrictrice que vasodilatatrice. Au niveau des fibres lisses non vasculaires, ce sont des récepteurs type M3 qui vont activer la phospholipase C et vont provoquer, par exemple, au niveau de l'intestin, une augmentation du tonus avec présence de nausées, de vomissements, signant les effets stimulants de l'acétylcholine intestinale. Au niveau des urtères, on a une augmentation du tonus, comme au niveau des bronches, on a une bronchoconstriction. Sachant que si on donne de l'acétylcholine à un asthmatique, on risque de provoquer une crise d'asthme. Très important dans la mesure où, on va le voir, l'acétylcholine peut être utilisée au niveau ophtalmologique et déclencher des effets secondaires chez l'asthmatique, avec notamment l'apparition d'une crise d'asthme au moment de la prise des gouttes, sur un terrain bien sûr asthmatique. Les effets au niveau des sécrétions, les sécrétions digestives vont augmenter, bronchiques également, cutanées également avec l'apparition de sueur et lacrymales. Donc comme je vous ai dit, l'action muscarinique de l'acétylcholine agit également sur les yeux et va faciliter avec l'apparition d'un myosis, la circulation de l'humeur aqueuse dans l'œil, évitant et contribuant à une diminution du glaucome. Les effets au niveau du système nerveux central sont complexes, sont mal connus, on ne va pas insister là-dessus. Ça peut déclencher soit une soit une dépolarisation. Les effets chez l'animal ne sont pas démontrés encore chez l'homme. Et puis, deuxième type de récepteurs, ce sont les récepteurs nicotiniques. Pourquoi on les appelle nicotiniques? Parce que ce sont les récepteurs sur lesquels se fixe la nicotine du tabac, et ce sont les mêmes récepteurs que l'on va retrouver un petit peu partout dans notre corps, qui s'appellent à ce moment-là des récepteurs NACHR, qui vont se retrouver à différents endroits, mais qui sont surtout constitués par 5 sous-unités qui vont se ordonner symétriquement autour d'un canal qui laisse passer les ions sodium et qui vont permettre ainsi la dépolarisation de la membrane. Mais ces 5 éléments, ces 5 structures vont être différentes en fonction de la localisation du récepteur et se caractérisent par une affinité pour certaines substances, ainsi la nicotine ou d'autres substances vont se fixer préférentiellement sur certains types de ce récepteur nicotinique. Donc, à partir du moment donné où l'acétylcholine va se fixer sur ces récepteurs, il y a ouverture du canal et passage du sodium dans la cellule, qui va déclencher le potentiel d'action. Les récepteurs à réponse rapide ont une structure pentamérique et ils sont activés par l'acétylcholine. Ce sont des récepteurs qui sont classiques, qui ne sont pas identiques au niveau d'un ganglion du système nerveux, au niveau de la synapse neuromusculaire et au niveau du cerveau. Donc on retrouve plusieurs types géométriques de récepteurs d'acétylcholine dans le corps.
Au niveau des ganglions autonomes, l'acétylcholine assure la transmission interneuronale dans le système nerveux autonome et va déclencher donc l'influx postsynaptique. Mais cette stimulation va provoquer à ce moment-là, au niveau du nerf postsynaptique, si c'est un axone sympathique, il va déclencher la synthèse ou la stimulation adrénergique, et si c'est un parasympathique, et bien à ce moment-là, on a un effet différent. Au niveau neuromusculaire, la stimulation des récepteurs nicotiniques par l'acétylcholine est responsable de la transmission neuromusculaire. Autrement dit, quand le neurone acétylcholine va déclencher un impact au niveau de la fibre musculaire, celle-ci va se retrouver stimulée. Au niveau du système nerveux central, entraîne l'acétylcholine a des effets qui sont relativement compliqués à discerner entre les récepteurs muscariniques et nicotiniques. Et la seule chose qu'on sait, c'est que dans, par exemple, la maladie d'Alzheimer, il y a une diminution de l'activité cholinergique intracérébrale qu'on a essayé de traiter avec des médicaments cholinomimétiques, directs ou indirects, mais pour le moment, on en est encore à un stade où les effets sont relativement faibles. Donc ce n'est pas forcément le seul facteur de dégradation du cerveau dans l'Alzheimer. Il faut savoir qu'au niveau de la dégradation de l'acétylcholine, elle est décomposée en acétate et en choline, qui va être réabsorbée par le neurone présynaptique et qui cela vont servir ensuite pour la synthèse de nouvelles molécules d'acétylcholine. L'acétylcholine, un petit peu comme la dopamine, va se projeter vers le thalamus, l'hypothalamus et surtout vers l'aire tegmentale ventrale. Rappelez-vous, c'est celle-ci qui est aussi à l'origine du circuit de la récompense en stimulant le noyau accumbens. Et bien là aussi, l'acétylcholine va participer aussi à ce mécanisme de récompense, notamment en allant par la suite stimuler, avoir les effets secondaires de la stimulation de ce noyau accumbens. Donc, les récepteurs nicotiniques vont agir sur le contrôle des mouvements, sur le réveil, sur l'alternance sommeil-éveil, sur l'anxiété, la douleur, l'attention et la mémoire. Donc important parce qu'elle va à la fois agir sur la partie cérébrale mais également sur la partie mouvement, activité. Les interactions, donc on l'a vu, les neurones cholinergiques qui vont se projeter sur l'aire tegmentale ventrale sont connectés aux neurones dopaminergiques et vont augmenter de façon importante la libération de dopamine, et c'est ainsi que la nicotine, par exemple, qui va stimuler ces voies nicotiniques, ces voies d'acétylcholine sur l'aire tegmentale, va déclencher une sécrétion importante de dopamine à répétition qui va être à l'origine de l'addiction. L'action directe de la nicotine est renforcée par des effets indirects, puisqu'elle va aussi stimuler des neurones type glutaminergique, qui eux-mêmes activent les mêmes neurones. L'importance de ce récepteur nicotinique dans l'addiction à la nicotine est soulignée par le fait que certains variants des gènes qui codent pour ces récepteurs rendent le risque d'addiction à la nicotine encore plus élevé chez ces sujets qui en sont porteurs. De la même façon, la présence de cette mutation génétique est aussi favorable à l'apparition de cancer du poumon. Chez le fumeur, bien sûr. L'alcool agit également au niveau de l'acétylcholine et surtout sur les récepteurs nicotiniques, dans la mesure où il partage les mêmes récepteurs, l'alcool partage les mêmes récepteurs nicotiniques que le tabac, d'où les fréquentes interactions entre tabac et alcool au niveau des addictions. Les opioïdes se lient aux opiacés mu et delta. Ils réduisent la libération d'acétylcholine. Le THC pourrait agir, mais on ne sait pas si c'est vraiment le THC ou si c'est un autre cannabinoïde. Je vous rappelle que dans le cannabis, il y a plusieurs cannabinoïdes.
On en décrit deux principaux qui sont le CBD et le THC, mais le THC n'a pas fini de nous révéler toutes ses actions, de même les autres cannabinoïdes. La cocaïne joue aussi également un rôle important et facilite l'addiction en stimulant toutes ces zones de récompense, facilite également l'addiction à la drogue. Dernier neurotransmetteur, le glutamate. Le glutamate, c'est la forme ionisée de l'acide glutamique, c'est le neurotransmetteur excitateur, c'est l'inverse du GABA. Son action d'ailleurs en est contrebalancée par le GABA, et le GABA est le précurseur, le glutamate est le précurseur du GABA. Le glutamate sous forme de monosodique ou sous forme de monosodium glutamate est utilisé comme exhausteur de goût. On le trouve souvent dans les restaurants chinois. Et l'acide glutamique fait partie des éléments essentiels de construction des protéines. On le retrouve dans quasiment toutes les molécules protéines de l'organisme. C'est également le précurseur de 50% des neurones centraux. C'est le neurotransmetteur excitateur principal des neurones pyramidaux, des neurones de projection trouvés dans les connexions corticostriatales et corticothalamiques. Le glutamate active les récepteurs AMPA, NMDA et KINAT-CAR, ainsi que les récepteurs métabotropes. L'acide glutamique ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Il faut qu'elle soit transformée en L-glutamine pour pouvoir le faire. Et à ce moment-là, il y a transformation. Le glutamate est formé dans les mitochondries des neurones par deux voies, soit une transamination, soit une désamination oxydative, et ensuite il est stocké dans les vésicules des neurones glutaminergiques. Il joue un rôle dans les fonctions d'apprentissage, de mémorisation, et un déséquilibre, notamment quand on prend du LSD ou de la kétamine, c'est susceptible de provoquer des effets secondaires, des symptômes qui sont identiques à ceux de la sclérose latérale amyotrophique ou le lathyrisme ou la maladie d'Alzheimer. D'autre part, la poudre d'ange ou le PCP, c'est un inhibiteur non compétitif du glutamate pour les récepteurs NMDA, et provoque également des pathologies psychédéliques importantes. Il provoque un comportement semblable à la schizophrénie. Des doses de kétamine, qui est un antagonisme des NMDA, inférieures à celles utilisées en anesthésio, entraînent des effets dissociatifs et des hallucinations. Et comme dit, aujourd'hui, il y a des études qui sont en train d'avoir lieu sur l'utilité de ces produits de drogue, en fait, de kétamine par exemple, ou de dérivés de la kétamine, pour provoquer des effets psychédéliques dans certaines pathologies. Cette information est encore soumise à études cliniques et études scientifiques et n'a pas pour l'instant cours en traitement ou en médecine classique, traditionnelle, ou même en psychiatrie. La neurotoxicité, en concentration excessive dans le cerveau, le glutamate va déclencher un processus qu'on appelle excitotoxicité. Ce phénomène va provoquer des effets secondaires importants au niveau des récepteurs NMDA et notamment va provoquer la mort cellulaire dans certaines situations. Pour finir, voilà l'action de tous les neurotransmetteurs. Je vous remercie pour votre attention.